Pour la première fois dans l'histoire du football, la Coupe du Monde se joue cet été 2010 sur le continent africain. Elle est accueillie par l'Afrique du Sud, ce qui soulève de l'espoir et de l'enthousiasme au sein de la population du pays. D'abord bien sûr parce que le foot c'est avant tout une fête, mais aussi pour montrer que l'Afrique du Sud a bien sa place parmi les plus grandes nations, comme le dit son président Jacob Zuma. Donc je voulais vous raconter ce que devient ce pays près de 20 ans après la fin de l'apartheid. Voici le continent africain. Et tout en bas, l'Afrique du Sud. Et ce pays a 6 voisins. La Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, plus le Swaziland et le Lesotho, enclavés à l'intérieur de son territoire. L'Afrique du Sud est un pays de 1 200 000 km². La capitale administrative est Pretoria et le Parlement siège au Cap. Il y a 49 millions d'habitants et on parle souvent de nation arc-en-ciel car ces habitants ont des origines très diverses du fait de l'histoire. Alors justement, quelles origines? 79% de la population est d'origine africaine, de souche bantou, khoi et san. 9,6 est d'origine européenne, descendant principalement des Hollandais arrivés au XVIIe siècle, ce sont les Afrikaners, mais aussi des Anglais, autres grands colonisateurs de cette région. 8,9% sont des métis, et enfin 2,6% sont d'origine asiatique, venus avec la colonisation anglaise pour travailler dans le secteur minier. Alors comment marche ce pays aujourd'hui? L'Afrique du Sud est un pays riche avec de grandes zones agricoles où l'on trouve l'agriculture intensive céréalière, moins connue et tout aussi important une agriculture de type méditerranéenne avec de la vigne, des légumes, des fruits, une zone de culture tropicale, et enfin on trouve aussi de vastes zones pour l'élevage. À l'ouest du pays, élevage des ovins, et dans le nord, sur les hauts plateaux, élevage des bovins. Et non seulement ce pays est autosuffisant en production pour le marché intérieur, mais il est en plus un grand exportateur. Étant dans l'hémisphère sud, il profite de l'inversion des saisons par rapport aux marchés européens et américains, et il se place ainsi au 3e rang mondial pour les exportations de fruits et légumes. Voilà donc une grande économie agricole exportatrice, mais il s'agit en fait d'une agriculture qui reste la propriété de quelques 40 000 fermiers blancs. Les Noirs travaillent dans les exploitations, mais comme ouvriers agricoles, ou alors ils disposent de petites parcelles où ils pratiquent une agriculture vivrière. Le gouvernement sud-africain avait annoncé à la fin de l'apartheid la redistribution d'au moins 30% des terres, et bien 15 ans plus tard, seulement 5% des terres ont changé de main. Ensuite, il y a tout le secteur minier. L'Afrique du Sud est le premier producteur au monde d'or, de platine, de chrome, de vanadium, le 2e pour le manganèse et le titane, le 5e pour les diamants et le charbon. Le port de Richards Bay est le plus gros terminal charbonnier au monde. On trouve aussi du nickel, du cuivre, de l'uranium, du fer et des phosphates. Donc là aussi, l'Afrique du Sud est un pays bien doté, et toutes ces ressources minières ont permis le développement industriel du pays dans tous les secteurs. Sidérurgie, chimie, textile, agroalimentaire, électronique, pour ne citer que cela. Ces industries se concentrent dans les villes portuaires du Cap, de Port Elizabeth, Durban, East London, donc des ports connectés aux routes maritimes internationales, et ces industries sont aussi présentes dans le Gauteng, c'est-à-dire la région autour de Johannesburg, qui à elle seule fait 40% du PNB sud-africain. D'ailleurs, le Gauteng est placé comme première place boursière du continent africain. En fait, l'Afrique du Sud représente à elle seule 25% du PIB du continent africain, et dans l'économie mondiale, ce pays se place à la 24e place sur 194 États. Voilà, c'est donc ce grand pays doté d'infrastructures modernes, avec un solide système financier, un bon réseau de transport et bien sûr d'immenses ressources, qui a été présenté par les 3 prix Nobel de la paix, Mandela, de Klerk, Desmond Tutu, aux dirigeants de la FIFA, pour les convaincre que l'Afrique du Sud était bien placée pour organiser à son tour la Coupe du monde de football de 2010. Cette Coupe du monde sera une vitrine nationale,
mais aussi internationale, car elle se veut la coupe de toute l'Afrique, humaniste, africaniste, pacifiste et multiculturelle, avec des retombées partagées pour tout un continent qui est toujours resté à l'écart des méga-événements médiatiques internationaux. On voit maintenant sur la carte la localisation des stades, et ce sur un territoire presque 3 fois grand comme l'Allemagne. 9 villes accueillent les matchs dans 10 stades qui ont été rénovés ou construits pour l'occasion. Parmi ces projets, le plus remarquable est celui de Soccer City, la cité du football, qui peut accueillir plus de 90 000 spectateurs. Et la symbolique est forte. Le stade est à 2 pas de Soweto, une township où est né le mouvement anti-apartheid et qui a accueilli le premier meeting de Mandela après sa libération en 1990. Mais quand on regarde de plus près l'évolution du pays depuis 15 ans, on voit que cela ne va pas en fait si bien. Car les lois votées sont une chose, mais l'évolution des mentalités, des comportements, des réalités socio-économiques en est une autre. Cette Coupe du Monde va révéler toutes ces contradictions. Déjà, le budget pour l'accueil de la Coupe a plus que décuplé. Il est passé de 300 millions de dollars prévus en 2004 à presque 4 milliards de dollars en 2008. Le taux de chômage du pays est de 25% dans la population active. Or, la Coupe, en fait, ne va en absorber que 3%. Car en fait, l'économie garde de profondes traces de 43 ans d'apartheid. Regardez cette vue satellite du Cap. On peut localiser les quartiers les plus pauvres. Eh bien, ce sont justement là où se trouvaient il y a 20 ans les anciens townships qui étaient peuplés par des Noirs et des Métis. Finalement, sur un même territoire, on est passé d'une ségrégation raciale à une ségrégation sociale. Le gouvernement Mbeki n'a pas su concilier développement social et croissance économique, alors que pourtant il y avait 5% de croissance annuelle entre 2004 et 2008. En fait, on a comme une économie à 2 vitesses, avec un taux d'inégalité parmi les plus élevés au monde. 30% de la population en Afrique du Sud vit toujours sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 2 $ par jour. Aux problèmes économiques s'ajoutent les questions de sécurité et de santé. On note ainsi une grande inefficacité du gouvernement Mbeki face à la hausse de la criminalité, et ce, malgré une explosion de la population carcérale. L'Afrique du Sud affiche un taux de plus de 37 homicides pour 100 000 habitants. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, celui de la France ou de l'Allemagne est autour de 1 homicide pour 100 000 habitants. Au niveau de la santé maintenant, la prévalence du VIH est une des plus fortes au monde. On estime que 5,7 millions de personnes vivent avec le virus du sida, soit plus de 10% de la population du pays. 1 millier de personnes meurent chaque jour de cette maladie et l'on en prévoit 5 fois plus d'ici 2013. Résultat, en 2050, le pays pourrait avoir donc perdu près d'un quart de sa population, et c'est d'ailleurs Mandela qui préside une fondation luttant contre l'épidémie de sida en Afrique du Sud. Quand on regarde les statistiques, on constate une grande inégalité dans le taux de prévalence. Le taux est beaucoup plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs, et c'est là bien sûr une autre forme de ségrégation. La Coupe du Monde est d'ailleurs vue comme une opportunité pour sensibiliser la population africaine et internationale à la prévention. Une vaste opération de distribution de préservatifs a été annoncée par les organisateurs pour pouvoir répondre à l'affluence considérable de personnes dans le pays. Voilà, cette Coupe du Monde est symbolique à plus d'un titre, et ce, d'autant plus que ce pays avait été exclu de toute compétition internationale pendant près de 40 ans pour cause d'apartheid. Il y a 2 façons de voir les choses. Avec les difficultés actuelles, est-ce que ce pays a vraiment la capacité à accueillir un événement sportif d'une telle envergure? Mais après tout, souvenons-nous, Athènes, la capitale de la Grèce, n'était pas prête non plus avant l'ouverture des JO de 2008. La Coupe du Monde va-t-elle fédérer les forces de ce pays avec des bénéfices bien répartis, ou bien au contraire cristalliser les mécontentements et les faire éclater? Est-ce que le maintien des inégalités favorise le maintien de la question raciale, ou bien est-ce que la question raciale est soluble dans la réduction des inégalités? Voilà, la Coupe du Monde ne va pas régler d'un coup tous les problèmes de l'Afrique du Sud, mais elle va redorer son image et replacer le pays pour un temps au moins au cœur de l'actualité internationale.
Alors sur cette question de l'Afrique du Sud, vous pouvez lire Mandela, le dernier héros du XXe siècle de Bill Keller aux éditions de la Table Ronde. Il y a aussi un Découverte Gallimard, l'Afrique du Sud de Paul Coquerel, qui paraît en ce printemps 2010. Vous avez un Atlas de l'Afrique chez Autrement dans une nouvelle édition avec un supplément sur la percée chinoise en Afrique. C'est écrit par Stephen Smith. Et puis, globalement, le journal Le Monde a sorti un supplément, un bilan géostratégique. C'est l'édition 2010 où, bien sûr, les questions africaines sont abordées tout à fait en longueur. Je voulais vous signaler aussi un nouveau service qui est disponible sur le site de vidéo à la demande d'Arte. Maintenant, vous pouvez composer vous-même votre DVD, vous choisissez les émissions du dessous des cartes qui vous intéressent et ainsi vous commandez votre DVD. Voilà, je vous rappelle l'adresse du site, c'est arte.tv, le dessous des cartes.